Jackie, regarde! Il y a des poulets partout, mais ils ont pas beaucoup d'espace, franchement. Eh oui Hugo, c'est normal en France. Renseigne-toi et montre-nous tes recherches. Bah dis-nous Hugo, t'as trouvé quoi de beau? J'ai cherché, hein, mais franchement, c'est pas facile à trouver. Mais regarde, Jackie, ce que j'ai trouvé. Un œuf! L'œuf? Qu'est-ce que tu peux nous dire dessus? En France, d'après les chiffres de l'Envol, c'est plus de 14 000 exploitations d'élevage en France. Mais comment savoir quel œuf choisir? Eh bien c'est simple, on peut le voir grâce au code inscrit dessus. Alors, pour le code des œufs, c'est plutôt simple. Le premier chiffre que nous voyons ici, c'est le type d'élevage. En 0, ce sera un élevage biologique. En 1, un élevage en plein air, comme les œufs label rouge. En 2, ce sera un élevage uniquement en bâtiment. Et en 3, ce sera l'élevage en batterie. Ensuite, des E signifie Deutschland. Si c'était des œufs français, ce serait écrit FR. Et pour finir, les derniers numéros indiquent le lieu de l'élevage. Nous allons nous intéresser à l'élevage standard, plus communément appelé élevage en batterie. Mais que dit la réglementation? D'après la réglementation européenne, la densité du peuplement est limitée à 33 kg de volaille par mètre carré. Mais dis-moi Jackie, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que cela représente? Eh oui Hugo, imaginons que ce tapis soit de 1 mètre sur 1 mètre. Alors, 17 poules pourront y vivre. C'est vraiment beaucoup. En France, en 2017, c'est 68% des poulets qui étaient élevés en batterie. Mais depuis le scandale des œufs contaminés au fipronil, de nombreuses sociétés de l'agroalimentaire se sont retirées de ce type d'élevage. Pourtant, nous pouvons faire encore changer les choses. Comme en Suisse ou en Autriche, où l'élevage en batterie est totalement interdit, au profit d'un bien-être animal supérieur, grâce à l'élevage en plein air. Oh là là, c'est vraiment grave. Mais dis-moi, les porcs dans tout ça? En effet, Jackie, pour les porcs, enfin plus précisément les truies, c'est plus d'1 million d'entre elles qui souffrent de... Wow! Ouh là là, problème technique. Tout de suite, une page de pub. Envie d'un bon steak saignant? Zaral! Je disais donc, Jamy, pour les porcs, plus précisément les truies, c'est plus d'1 million d'entre elles qui souffrent de leurs conditions d'élevage en France. Leurs besoins naturels n'étant en aucun cas respectés. Elles sont enfermées dans des stalles individuelles et ne peuvent ni bouger, ni fouiller le sol, ni construire convenablement un nid pour leurs enfants, et sont donc soumis à des changements comportementaux, notamment un très grand stress. De plus, leur immobilité entraîne une faiblesse de leur corps, qui se caractérise par une faiblesse des os et un système immunitaire bien moins performant. Enfin, les porcelets ont plus de chances de mourir à la naissance, et ont eux également un système immunitaire moins performant. Et ils sont plus légers à la naissance. C'est très malheureux, Jackie. Eh Mad, qu'en est-il des lois? Transition cochon. La loi, la directive 2008-120-CE précise qu'à compter de 2013, les truies doivent obligatoirement être élevées en groupe pendant une partie de leur gestation, 12 semaines sur les 22 du cycle complet. Elles peuvent donc être élevées en cage près de la moitié de leur vie. Mais comment on peut les aider? Pour répondre aux besoins de la truie, Jackie, il est nécessaire d'aller au-delà des normes minimales qu'impose la réglementation. Les truies doivent être élevées en groupe pendant toute la durée de leur gestation et doivent disposer de matériaux qu'elles peuvent manipuler durablement, comme de la paille ou des jouets. Bah alors, c'est fini? Et les oies, et les oies? Comment ça les oies? Elles sont gavées? Le gavage consiste à nourrir des animaux de façon abondante, à raison de 3 repas par jour selon l'espèce. Je vais donc vous parler plus particulièrement des oies qui, eux, sont nourris 3 fois par jour. Cela s'appelle l'embucage et se fait en seulement 10 secondes avec l'appareil couramment utilisé. Mais dis-moi, Jackie, quel est ce matériel? Les éleveurs utilisent une gaveuse manuelle. C'est un entonnoir équipé d'une vis sans fin.
Un peu comme ceci. Cette période dure entre 21 jours, voire 28 jours pour les plus grosses, comparé aux canards qui, eux, sont gavés une fois le matin et une fois le soir pendant 15 jours. Les animaux sont donc enfermés dans le bâtiment de gavage durant toute cette période. Ça fait beaucoup de temps enfermé. Mais dis-moi, quelles sont les réglementations? En France, aucune réglementation n'est à suivre sur le gavage des oies. Je vais vous parler plus particulièrement de comment se passe le gavage. Alors, l'éleveur gave les oies jusqu'à 500 grammes par fois. Ils peuvent aussi les gaver jusqu'à 1 kg par fois si l'éleveur pratique un surgavage. Mais ce n'est pas leur but, car leur but est de garder un animal en bonne santé et en bon état pour l'emmener à l'abattoir. Pour ce qui est du chiffre d'affaires, cela représente 50% quand on arrive au mois de décembre pour les éleveurs. Cependant, cette manière qui est utilisée depuis les Romains est contestée par plusieurs associations comme L214 ou la fondation Brigitte Bardot. Il faut également savoir que cette pratique de gavage est autorisée que dans 5 pays de l'Union européenne. Il y a la France, la Hongrie, la Bulgarie, l'Espagne et une partie de la Belgique. Pour pallier ce problème, certains éleveurs commencent à pratiquer le gavage naturel. En laissant les oies dans la nature et en leur donnant à manger, elles se gavent donc naturellement. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, édition spéciale sur TF1, la maltraitance des animaux, un thème important de nos jours. Dans cette édition spéciale, nous verrons des animaux qui ont été maltraités, ainsi que différents témoignages. Tout d'abord, la maltraitance animale est le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers des animaux domestiques ou apprivoisés ou tenus en captivité. On n'en parle pas beaucoup de nos jours, mais ce crime est puni à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. L'année 2022 a été intense sur le front de la maltraitance animale. La SPA a traité 23 800 signalements et 44 199 animaux ont été abandonnés, dont 27 940 sont des chats. Alors en fait, moi c'est Franck, ça fait 8 ans que je travaille ici, donc c'est un métier que j'adore, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc en fait, notre travail principal c'est de récupérer des chiens, alors abandonnés ou dans la rue, peu importe, enfin, tous les styles possibles et imaginables, comme on vous expliquait, c'est-à-dire ça peut être un abandon, ça peut être un chien perdu, ça peut être un pensionnaire qui vient en vacances ici. Donc en fait, notre but principal c'est de s'occuper d'eux, donc c'est le nettoyage, prendre soin d'eux tous les jours, c'est-à-dire les soins, faire vraiment tout ce qui est important pour l'animal. Donc nous, c'est surtout le rôle de soigneur et puis pour les interventions. Après, en dehors de ça, il y a toute l'association, c'est tout un système qui est mis en place pour essayer justement de faire adopter les chiens le plus vite possible, si on peut. Après, donc c'est pour ça qu'il y a Céline qui est administratrice au niveau de la SDA, avec un conseil d'administration, plus donc ça veut dire un président, une secrétaire, tout ça, qui gère l'ensemble du refuge. Nous, on est employés, donc on gère tout ce qui est intérieur, donc nettoyage, intervention et tout ce qui est bien-être animal.
Ensuite, je vais laisser Céline s'occuper de la partie administrative du refuge. Alors, moi, je suis arrivée il y a 6 ans ici, un peu par hasard. Je suis venue faire un canicross et puis je suis revenue, puis je suis revenue. Et Marie, qui est mon responsable administratif, m'a dit: tu ne veux pas venir être bénévole? Je lui ai dit si, mais que pendant les vacances, parce que tu sais, j'ai pas beaucoup de temps. Voilà. Donc, je suis venue pendant les vacances pour sortir les chiens. Et puis je suis revenue encore une fois, puis à la fin des vacances, je vais continuer. Donc après, je venais le mercredi et le week-end, parce que dans ma vie professionnelle, je travaille dans l'éducation nationale. Et puis, de fil en aiguille, je suis entrée au conseil d'administration. Donc, je suis à la fois bénévole et secrétaire du conseil d'administration. Le refuge, soit on ne tient pas le choc parce que c'est trop difficile, soit quelque part ça vous mange un peu le cœur, le doigt, la main, le bras, et puis le reste du corps suit. Ça vous prend un peu aux tripes. Voilà. Y a-t-il beaucoup de bénévoles à la SDE? Alors, il y a une vingtaine de bénévoles. Les bénévoles viennent quand ils peuvent, en fonction de leur contingence familiale et de leur travail. Les bénévoles participent à la vie du refuge, ils participent aux activités de nettoyage, à la promenade des chiens, à la sociabilisation des chats, aux opérations caddie, aux opérations collecte et aux divers événements, soit au sein du refuge, soit les événements auxquels on participe à l'extérieur du refuge aussi. Voilà, par exemple, le 7 mai, on participe au canicross à Caudry. Le 14 mai, à l'ouverture du bar de l'aérodrome de Nierny. Le 21 mai, la fête du chien du club cynophile de Caudry. Et le 27 mai, c'est notre fête des animaux ici sur place. Voilà. L'objectif, c'est de se faire connaître, de présenter l'association, de présenter nos chiens en vue de favoriser les adoptions. Environ combien d'animaux recevez-vous par an? Alors, par an, il y en a beaucoup. Par an, ça tourne entre 1500 et 1800. Voilà. C'est énorme, hein? Ouais. Chats et chiens confondus. Hein. Ouais. D'accord. On n'a pas vocation à accueillir de NAC ou d'animaux de ferme dans l'état actuel des choses. Y a-t-il une période dans l'année où vous recevez plus d'animaux? Ça tendait à être la période estivale. Malheureusement, aujourd'hui, on va dire, c'est tout le temps. On a une liste d'attente pour des abandons qui est bien longue, où il y a plusieurs mois d'attente. Avez-vous constaté une baisse ou une hausse des abandons? Alors, une hausse, voilà. Une très forte hausse. Ouais, une très forte hausse. On est sollicité tous les jours pour des demandes d'abandon et majoritairement du grand mâle et beaucoup typé molosse. Est-ce que c'est vous qui allez chercher les animaux ou on vous les apporte? Il y a les deux cas de figure. En règle générale, c'est nous qu'on va les chercher. Si on demande soit des communes, soit des maires, soit de la gendarmerie, ça peut être les pompiers, pour différents cas de figure, mais en général, c'est nous qu'on va les chercher. Mais si vous trouvez un chien, vous pouvez passer ici sans souci. On regarde s'il est identifié, puis on regarde. D'accord. Voilà, s'il est identifié, on appelle ses propriétaires pour qu'ils viennent le rechercher. D'ailleurs, l'identification est obligatoire pour les chiens et les chats. Quelles sont les principales causes de la réception des animaux? En majorité, c'est des chiens trouvés dans la rue, non récupérés. Soit parce que il s'est sauvé, soit parce que la personne l'a mis dehors. Mais il y en a quand même une bonne majorité qui repartent parce qu'ils se sont sauvés, tout simplement. Donc, voilà. Après, ça peut être un abandon, ça peut être plusieurs types de choses. Un décès aussi. Un décès, une prise en charge pour une personne malade par le maire, par exemple. Si elle n'a pas de famille, ça peut être diverses choses, diverses raisons. Les causes sont multiples. On a par exemple un chien qui est arrivé ici parce que sa propriétaire a été expulsée de chez elle.
Voilà, les cas de figure sont multiples. Après, il y a des abandons qui sont motivés par des vraies causes, on va dire, inhérentes de la volonté des gens, hein. La mamie ou le papy qui entre en maison de retraite, qui n'a pas de famille ou dont la famille ne veut pas d'animal et qui ne peut pas emmener son chien, elle n'a pas d'autre choix. Après, il y a des gens qui tout simplement ne réfléchissent pas quand ils prennent un animal, ils le prennent petit parce que, oh mon Dieu qu'il est beau, mon Dieu qu'il est mignon. Et puis on s'en lasse, il grandit, il fait des bêtises, il mange trop, ou bien il vieillit et puis il coûte un peu de sous en frais vétérinaires, alors on n'en veut plus. Il y a différentes formes de maltraitance. Il y a la maltraitance avérée avec des coups, et puis il y a la négligence. Ça arrive de manière récurrente que les garçons doivent aller chercher des animaux dans les logements abandonnés où les gens sont partis, puis ils ont laissé leur chien ou leur chat dans le logement sans eau, sans nourriture. Est-ce que vous retrouvez les propriétaires? Si l'animal est identifié, oui, mais des fois on les contacte et puis ils font le mort, ils ne répondent pas, voilà. Ou alors malheureusement ils sont identifiés il y a quelques années, donc le numéro de téléphone ou l'adresse ils ne l'ont pas changé, donc pour retrouver le propriétaire c'est compliqué. Donc si la personne ne cherche pas son chien, autant dire que pour nous c'est impossible de le retrouver. Donc des fois il y a des chiens que malheureusement le maître, peut-être qu'il cherche après. Et nous on cherche après aussi, parce que comme le numéro n'est pas bon et l'adresse non plus, ce qui fait que le chien, si on l'a eu à 1 heure de route d'ici, il ne pense pas forcément à venir ici. Il ne voit pas forcément les publications. Donc résultat des courses, le chien, au bout d'un moment, il est adopté, alors que peut-être il aurait été heureux de le récupérer. Donc c'est pour ça qu'on essaye de faire comprendre aux gens que si on change l'adresse, si on change de numéro de téléphone, il faut le spécifier pour son chien, comme ça, ce jour où il est perdu, c'est plus facile de le récupérer. Qu'est-ce que vous faites aux animaux dès qu'ils arrivent ici? Ils voient déjà la veto quand ils arrivent, pour faire un petit peu le point sur leur état de santé. Soit ils sont prêts à passer à l'adoption et on les propose à l'adoption, soit on attend un petit peu pour les remettre sur pattes, pour les remplumer, pour les soigner ou pour les resociabiliser avant de pouvoir les mettre à l'adoption. Est-ce que les animaux sont vaccinés à leur arrivée? Alors nous, on ne peut pas le savoir. Quand l'animal il arrive, on ne peut pas savoir s'il était vacciné ou pas. Donc automatiquement, nous, il est vacciné. Que faites-vous des animaux méchants ou malades? Ah, j'aime pas ce mot-là, méchant. Non, mais voilà. Ils sont pas forcément. Le terme méchant, c'est une mauvaise éducation. Ouais, voilà. Dire qu'ils sont méchants, c'est un peu de l'anthropomorphisme. Parce qu'on veut prêter en fait aux animaux des qualificatifs humains. Or, ils ne fonctionnent pas comme nous. Un chien peut être agressif ou dangereux parce qu'il a été mal conditionné ou parce qu'il a un passé compliqué le plus souvent. Ou il a peur, tout simplement. Ou il a peur, voilà, ça aussi. Mais méchant avec une intention de nuire et de faire du mal, ça c'est un qualificatif qui peut être appliqué à l'humain, mais qui ne peut pas être appliqué à l'animal parce qu'on n'a pas du tout le même fonctionnement. Un animal n'est pas par essence méchant. Il peut être agressif ou dangereux. C'est différent. Est-ce que les animaux sont vite adoptés? En règle générale, les petits chiens, oui, c'est plus facile. Les gros chiens, beaucoup plus difficile. Et après, c'est avec l'âge, surtout avec l'âge. Donc on a la chance quand même d'avoir des gens qui veulent adopter des vieux chiens. D'où les différences de prix à l'adoption. Si le chien est vieux et moins c'est cher, forcément. Parce qu'il faut leur donner une meilleure chance. Mais après, c'est beaucoup plus compliqué des gros chiens, surtout adultes, parce que les gens, beaucoup sont réticents forcément, parce que ils n'ont pas eu bébé, c'est déjà des gros gabarits, des chiens de 40-45 kg. Ça peut être impressionnant, je ne sais pas si vous avez vu. Donc, ils sont pas forcés, c'est vrai qu'ils paraissent agressifs, mais en fait, sortis, c'est des gros. C'est le phénomène. Mais derrière les cages, derrière les c'est impressionnant. Donc, ça freine beaucoup de personnes. Il y a des personnes qui regardent
quasiment pas. Ils passent, ça les stresse et puis ils s'en vont. À votre avis, que pourrait-on mettre en place pour éviter l'abandon? Bah, l'abandon déjà, normalement, tous les chiens doivent être identifiés, mais il y en a encore énormément qui n'y sont pas, donc il n'y a pas de contrôle, il y a pas de... Il devrait y avoir plus de contrôle, ou ne serait-ce qu'une déclaration en mairie quand on a un chien, déjà ça permettrait de vérifier s'il est identifié ou pas. Après... Alors, la loi, elle a déjà bien évolué sur le sujet, mais entre l'évolution législative et son application dans les faits, de toute façon, il y a toujours un décalage. Et puis, je vais dire, l'idéal, c'est de faire de la sensibilisation et de la pédagogie pour éviter les adoptions inconsidérées, qui souvent finissent mal. Et puis, alors c'est ce que je dis souvent aux gens avec un peu d'humour, l'adoption d'un chien, c'est comme une rencontre amoureuse. On ne se limite pas au physique, parce que c'est pas ça qui va faire la réussite de la relation entre la famille et le chien. Il faut prendre en compte bien d'autres critères. Déjà son habitation, est-ce qu'on habite en maison, est-ce qu'on habite en appartement, son mode de vie, est-ce qu'on est là dans la journée, est-ce que le chien il va être tout seul dans la journée, est-ce qu'on préfère un animal qui va être plutôt du genre à vouloir rester dans le canapé, ou un animal qui va avoir besoin de sortir, de jouer, de se dépenser. La composition de sa famille, hein. On ne prend pas forcément le même animal si on est une personne solo en couple, ou si on a une famille avec des enfants en bas âge. Et puis le coût aussi. Hein, un Yorkshire ne va pas avoir le même coût en alimentation. Les frais vétérinaires, plus le chien est gros, plus c'est cher. Parce que tout est en fonction du coût. Pour favoriser le placement des chiens âgés, on a mis en place un dispositif panier retraite, c'est-à-dire que le chien reste sous notre propriété, on assume ses frais vétérinaires, mais on le place en famille pour que la famille elle s'occupe de lui comme si c'était le sien, sans avoir la charge financière des frais vétérinaires, hein, disons ce qui est. L'objectif est qu'il ne meure pas en boxe. Donc surtout, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et si votre famille est intéressée, ne surtout pas hésiter à nous contacter. Vous serez très bien accueillis. Un message pour dire à ces personnes qui abandonnent ou maltraitent les animaux. On leur dirait qu'il faut réfléchir et que ce serait bien que l'humain devienne enfin digne de son humanité. Un message pour dire de venir les adopter. Venez nous voir, venez les rencontrer. Bah ouais. Et puis... se faire une idée, peut-être ils vont craquer sur un chien qu'ils n'auraient jamais cru. On a des jeunes qui voulaient un jeune chien, ils sont partis avec un très vieux. On a des vieux qui voulaient un vieux chien, ils sont partis avec un jeune. Des gens qui voulaient un petit chien, ils sont partis avec un très très gros chien. En fait, ça veut rien dire, quoi. Non, mais je pense... On peut craquer sur un chien complètement différent de ce qu'on voulait au départ. Il faut que la rencontre, elle se fasse, que ça matche. Il faut prendre le temps, réfléchir surtout, pas dire oh bah ouais, on l'a vu 2 secondes, c'est bon. Nous, on préfère les gens qui viennent, qui demandent à ce qu'on leur accorde du temps, qui disent on va réfléchir, on reviendra, et qui reviennent plusieurs fois, plutôt que quelqu'un qui dit oui, je veux celui-là, et puis 3 jours après, il ramène le chien, quoi. Ça... Ouais, à éviter. Merci d'avoir répondu à mes questions. Nous remercions Franck et Céline de la SDLS Tourmel d'avoir pris le temps de nous recevoir et d'avoir répondu à nos différentes questions. Nous avons pris conscience des responsabilités de l'acquisition d'un animal. Nous vous remercions pour votre écoute. Pour la première question, pour la Société des défenses animales, donc la SDA, quelles sont les principales missions et objectifs pour laquelle vous travaillez? Alors, les principales missions, en fait, on a 2 pôles ici. On a un pôle fourrière, c'est-à-dire qu'on recueille les animaux qui sont en divagation sur les communes partenaires, et on recueille les animaux qui sont maltraités, abandonnés.
Pour Donc la... le but c'est de les sauver et d'être un pont entre leur ancienne vie et leur nouvelle vie chez des adoptants qui prendront soin d'eux jusqu'à la fin de leur vie. Voilà. Et donc, quels sont les principaux défis que vous rencontrez dans votre travail? Les principales difficultés, alors les difficultés elles sont nombreuses. Il y a énormément de chiens qui sont abandonnés, notamment des mâles de grande taille ou des mâles typés molossoïdes, parce que les gens les prennent sans avoir conscience de ce que implique ce type de chien et dans l'éducation et dans la gestion au quotidien. On est aussi confronté beaucoup à des situations difficiles où les gens ne peuvent plus prendre soin de leurs animaux parce qu'ils n'en ont plus les moyens. Ok, ça marche. Et puis aussi la maltraitance. Alors la maltraitance, elle peut être par action, c'est-à-dire coups, mauvais traitement, et aussi par négligence, absence de soins, malnutrition. Ok, ça marche. Donc, comment est-ce que vous travaillez avec d'autres membres de l'équipe pour atteindre les objectifs de la société? Alors, en fait, la SDA s'organise en 3 pôles et il y a un pôle composé de 8 employés. Alors, les 8 employés assurent à la fois le nourrissage, le nettoyage des animaux, les interventions extérieures, l'accueil, la gestion administrative du public. Ce pôle-là, c'est vraiment le pôle essentiel. C'est eux qui font le gros travail de terrain. Après, il y a un pôle de bénévoles qui vient aider les employés pour un peu de nettoyage et surtout pour sortir les chiens et les sociabiliser. Et puis, il y a un conseil d'administration d'une dizaine de personnes qui s'occupent du pilotage du refuge et qui met aussi la main à la pâte sur le terrain. Voilà. Par exemple, moi, je suis la secrétaire du conseil d'administration. Mais très souvent sur le terrain et avec les animaux, parce que c'est le cœur du sujet et c'est ce qui nous motive et nous anime ici. Ok, ça marche. Comment est-ce que votre société, est-ce que la société collabore avec d'autres organisations pour aider les animaux? Oui, on travaille en partenariat avec d'autres petites structures qui aident les animaux, et puis on travaille en partenariat aussi avec les municipalités. En fait, je vous explique, toutes les municipalités, tous les maires ont une responsabilité vis-à-vis des animaux errants qui circulent sur leur commune. Ils peuvent gérer cette responsabilité de deux manières, soit en ayant une fourrière sur le territoire communal, soit en procédant par délégation de service public. Et la majorité procède par délégation de service public, c'est-à-dire on est lié contractuellement. Eux nous délèguent via un contrat leur obligation et nous on gère pour eux cette obligation, c'est-à-dire que quand il y a une problématique sur le territoire de la commune, animaux errants, animaux en divagation, on va les chercher et on les prend en charge. Donc on travaille aussi en partenariat avec les collectivités publiques locales. Ok, ça marche. Et vous avez quelques projets à venir pour la société? Oui, on a de nombreux projets. Alors comme vous pouvez le constater, les locaux sont quelque peu vieillissants. Donc on aimerait les refaire pour offrir à nos animaux des conditions de vie plus agréables. On aimerait notamment faire en sorte que chaque chien puisse disposer d'un extérieur, parce que là c'est pas le cas. Il y a seulement la moitié des chiens qui peuvent disposer d'un extérieur, les autres n'ont qu'un intérieur, et quand ils restent là pendant de longs mois, c'est assez compliqué. On a des projets d'aménagement aussi pour les chats.
On travaille en ce moment sur la mise en place de chatteries collectives pour qu'ils puissent être mieux sociabilisés, avoir un mode de vie qui correspond plus à leurs besoins pendant le temps qu'ils sont ici. Voilà, parmi les projets les plus urgents, on va dire. Ok. Et comment la société arrive à collecter des fonds pour les activités? Alors, comment on collecte des fonds? Alors, ouais, on est une association, ça c'est ce que je vous disais avant tout, donc on n'a pas de but lucratif, hein, mais on est une association qui a un budget d'entreprise, parce qu'on accueille en permanence une centaine de chiens et une centaine de chats. Donc c'est un énorme budget logistique, c'est un énorme budget vétérinaire. Hein. On a une vétérinaire partenaire qui est là quasiment tous les matins de la semaine. Et pour les soins quotidiens, les vaccinations, les suivis, mais aussi pour les cas plus difficiles, hein, ceux qui arrivent ici dans un état catastrophique et qu'il faut remettre sur pattes. En dépenses, il y a 8 employés, donc les salaires de 8 employés. Et il y a la nourriture, il y a les frais de fonctionnement, le chauffage, l'électricité, les véhicules. Voilà, les dépenses sont nombreuses et on fonctionne, on n'a aucune subvention de l'État. On fonctionne avec les contrats de délégation de services publics d'une part, d'autre part avec les dons et les legs, et avec les fonds qu'on peut récolter sur les différents événements, soit que l'on organise, soit auxquels on participe. D'ailleurs, le 27 mai, c'est notre porte ouverte. N'hésitez pas à venir faire un petit tour. Voilà. Et le 21 mai, dimanche prochain, on sera présent à Caudry sur la base de loisirs à la journée du chien. Okay. Voilà, n'hésitez pas à venir nous y rencontrer. Ça marche. On aura des chiens à l'adoption. Et pour une ordre d'idée, on va dire, du chiffre d'animaux qui sont abandonnés, vous avez un chiffre? Alors, on a environ entre 1500 et 1800 animaux qui passent entre nos murs tous les ans. Okay. Alors, ils ne sont pas forcément abandonnés, hein, mais il y a ceux qui sont abandonnés, il y a ceux qui sont trouvés, voilà, il y a ceux qui sont repris, mais il y a surtout ceux qui ne sont pas repris. Alors, certains partent relativement vite à l'adoption, c'est souvent le cas des petits gabarits et des jeunes, et d'autres peuvent rester de longs mois, voire plusieurs années ici, avant de trouver la famille adéquate. On ne pratique aucune euthanasie de confort, c'est-à-dire que le chien, à partir du moment où il entre ici, s'il n'est pas adopté, il y reste et on s'occupe de lui jusqu'au bout, et ce, peu importe son profil. On en a un qui est là depuis 3 ans. Par exemple, c'est notre plus ancien pensionnaire. Qui est libre aussi. Okay. Voilà, en justice, vous pouvez regarder, on a gagné un procès cette semaine pour une petite chienne qui arrivait chez nous suite à une maltraitance. D'accord. Vous pouvez regarder le poste, tout est expliqué dedans. Et après, ils sont soignés et... Ah oui, on les remet sur pattes, on les répare physiquement et psychologiquement autant que faire se peut. Et quand ils sont prêts, on les remet à l'adoption. D'accord. Donc, pour la dernière question de l'interview, comment est-ce que la SDA assure-t-elle la protection et le bien-être des animaux dans la zone de l'intérieur? Alors, chez nous, dans la zone, notre zone d'intervention, elle est extrêmement étendue, puisque notre zone d'intervention, c'est ça, couvre un territoire de 257 communes. Voilà. Mais en fait, sur les communes dans lesquelles on intervient, je vous ai expliqué, c'est pour aller chercher des animaux qui sont dans des situations problématiques. Mais nous, notre zone de vie, en fait, elle est ici. Okay. Donc ce qu'on essaye ici, c'est d'assurer. Alors c'est pas la maison, on va être clair, hein, on ne peut pas offrir aux animaux qu'on accueille, qu'ils soient chats ou chiens,
ce qu'on peut leur offrir en maison, puisqu'on est dans un espace très collectif, mais on essaie de leur assurer un maximum de bien-être via le fait qu'ils soient toujours dans un espace propre et bien entretenu, qu'ils soient bien nourris à des heures régulières.